Bonjour Bruxelles, l'invité de 8h15. BX1. Voilà, et notre invitée ce matin, c'est Caroline Désir, ministre de l'Éducation, Fédération Wallonie-Bruxelles. Bonjour Caroline Désir. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je voudrais qu'on parle budget pour commencer. Aujourd'hui est un jour important parce que c'est le jour où on fixe la clé élève. C'est ce que nous apprend le journal Le Soir ce matin. La clé élève, ça veut dire qu'on va recenser le nombre d'élèves dans les différentes communautés du pays et qu'on va répartir l'argent. Ça veut dire que ça a un impact direct sur le budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le chiffre est en diminution, annonce le journal Le Soir. Comment ça se fait ? Alors, ça veut dire que la proportion d'élèves scolarisés dans le système scolaire francophone, proportionnellement, diminue dans la part totale d'élèves en âge d'obligation scolaire. Mais pour une part, évidemment, c'est une évolution démographique sur laquelle on a peu de prise. Oui. Mais néanmoins, ce qu'on peut toujours faire, évidemment, c'est améliorer l'attractivité de notre enseignement. Par exemple, pour que des élèves francophones continuent bien à fréquenter les écoles francophones et n'aillent pas dans l'enseignement flamand, par exemple. Ça veut dire que l'évolution démographique nous serait défavorable à nous les francophones, les flamands feraient plus d'enfants que les bruxellois et les wallons ? Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que le nombre d'enfants qui sont scolarisés dans les écoles francophones proportionnellement diminue. Et donc c'est là qu'on doit faire attention et qu'il y a une responsabilité politique évidemment pour rendre notre enseignement toujours plus attractif. Et c'est ce qu'on s'engage à faire évidemment à travers le pacte pour l'enseignement d'excellence et ces 17 chantiers. On est en train de rénover de fond en comble notre système scolaire dans le but aussi évidemment d'y réattirer les élèves francophones. Il y a eu des élèves qui ont décidé de quitter l'enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles pendant le Covid pour rester à la maison. Et il y en a d'autres qui choisissent plus facilement maintenant d'aller dans l'enseignement néerlandophone. C'est ça que ces chiffres disent ? On a environ 3000 enfants et adolescents qui fréquentent l'enseignement à domicile. Donc c'est une proportion assez dérisoire évidemment par rapport à l'ensemble de 900 000 élèves. Mais néanmoins, c'est une proportion qui est en augmentation. Et donc on doit veiller à comprendre pourquoi certains parents préfèrent scolariser leurs enfants à domicile. Même si on n'a pas de jugement à porter là-dessus, il faut quand même qu'on essaie, nous, de creuser quelles sont les causes de cette désaffiliation. Oui, c'est une possibilité légale, mais donc ça a aussi des conséquences budgétaires. Alors vous n'êtes pas la ministre du budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est votre collègue Frédéric Dardenne. Il vient de mettre en place une petite cellule, 7 personnes qui vont passer au peigne fin toutes les dépenses de la Fédération pour voir là où il y aurait d'éventuelles économies possibles. On rappelle que la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est 11 milliards d'endettement quand même. Les dépenses d'enseignement, elles sont immunisées ou elles vont être passées aussi au peigne fin comme les autres ? Mais sous cette législature, évidemment, on a eu la chance d'avoir une trajectoire budgétaire pour le pacte pour un enseignement d'excellence qui était immunisée, c'est-à-dire qu'on a décidé ensemble d'en faire une priorité du gouvernement en se disant si on veut réformer en profondeur notre système scolaire, il faut y investir des moyens. Maintenant, évidemment que dans ce travail qui est effectué par mon collègue Frédéric Dardenne, qui s'appelle un spending review, donc une revue des dépenses, on doit vérifier que chaque euro qui est dépensé en Fédération Bruxelles le soit à bon escient. Et donc, évidemment, que les dépenses en enseignement n'y échappent pas, on y travaille en 2023, on va éplucher les bourses d'études, l'aide à la presse, les subsides sociaux, le financement du secteur de l'aide à la jeunesse, mais aussi la politique de détachement du membre du personnel de l'enseignement. Ça veut dire qu'on commence par regarder ça, et ça veut dire que dans les années à venir, on va regarder d'autres postes de dépenses ? Oui, on va. Bon, ici, on n'a pas d'idée préconçue, mais on finance beaucoup d'enseignants qui ne sont pas finalement face classe. Ils sont détachés voilà, dans et souvent pour des bonnes raisons, parce qu'ils sont détachés dans d'autres secteurs, je pense à la jeunesse, par exemple, des choses comme ça. Maintenant, on doit quand même bien vérifier que ce ne serait pas mieux de faire autrement, quoi. Voilà, et si cette cellule qu'on présente comme indépendante vous dit de faire des économies, vous les ferez ? Écoutez, en tout cas, on va devoir y travailler. Vous le savez, on est dans un carcan budgétaire et donc on doit être précautionneux dans la manière dont on dépense les sous de la Fédération de Bruxelles, c'est certain. Alors, il est 8h17. Le harcèlement à l'école, ça reste une réalité ? Ça reste évidemment une réalité. C'est un phénomène qui nous préoccupe beaucoup. On a l'habitude de dire qu'un élève sur 3 est impliqué en Fédération de Bruxelles dans des situations de harcèlement. Donc soit harceleur, soit harcelé, soit témoin. Victime, témoin, etc. On ne sait pas très bien, à vrai dire, d'où viennent ces chiffres. C'est une des parties du problème. Et ça fait, je dirais, 7 ans que la Fédération de Bruxelles essaie de prendre ce problème à bras-le-corps, mais d'une manière qui jusqu'ici n'est pas suffisamment cohérente ni efficace, à mon goût en tout cas. Et donc on a décidé de mettre les bouchées doubles là-dessus. On a un projet de décret qui va passer au Parlement maintenant, juste en janvier, pour justement donner un cadre... Dans les 15 jours qui viennent. Dans les 15 jours qui viennent, qui va donner un cadre structurel à la politique de lutte contre le harcèlement et le cyberharcèlement. Ça veut dire qu'à terme, je voudrais que les 2500 écoles de la Fédération de Bruxelles
soient en mesure de prévenir des phénomènes de harcèlement, mais aussi de les traiter quand des situations se posent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans chaque école, il faudra qu'il y ait un plan harcèlement, une cellule harcèlement, un référent harcèlement. On devra être prêt dans chaque école? Je dirais qu'il y a 2 axes majeurs à cette réforme que je propose. D'une part, on va créer un observatoire du climat scolaire parce que, comme je disais, on manque de données sur le phénomène et donc on manque de professionnalisation de notre réponse. Et donc, cet observatoire du climat scolaire va être chargé d'exercer une veille scientifique sur le phénomène et aussi d'alimenter les écoles, les équipes éducatives en ressources utiles et professionnelles et validées, je veux dire. D'autre part, les écoles vont s'engager dans un programme d'action cadre, commun, et vont être aidées pour le mettre en place par des opérateurs externes agréés par la Fédération de Bruxelles. Donc des spécialistes de la question qui vont venir les aider. Qui ont l'habitude de travailler avec les écoles. Et c'est un programme, son intérêt, c'est que ça va être un accompagnement des écoles sur 4 années. Le but étant qu'à l'issue de ce programme, les écoles soient parfaitement autonomes pour gérer ces situations. On vient de connaître un cas dramatique, c'est en France, avec le suicide d'un jeune garçon qui s'appelle Lucas. Il avait 13 ans, il s'est suicidé, c'est dans le département des Vosges, donc c'est pas très loin de la Belgique, visiblement harcelé en raison de son homosexualité. Ça pourrait se produire dans une école de la Fédération Wallonie-Bruxelles? Mais malheureusement, ça se produit. On a encore, depuis plusieurs années, plusieurs situations d'adolescents qui ont mis fin à leur jour. C'est absolument dramatique. J'ai rencontré plusieurs fois des parents. Et donc, on doit faire en sorte que, simplement, ça ne soit plus possible. C'est pas acceptable qu'un adolescent n'ait trouvé aucune aide dans un milieu qui fréquente 8 heures par jour, malheureusement. Si on est victime ou témoin de harcèlement, c'est quoi le bon réflexe? On doit prévenir la direction de l'école? Alors, c'est là que ce sera intéressant d'avoir ce programme d'action cadre parce qu'on veut qu'un certain nombre d'actions minimalistes soient mises en place, comme des espaces de parole régulés, une procédure de signalement aussi qui soit facilement enclenchable et qui ait toujours des adultes formés autour pour réceptionner la parole par rapport à ce type de situation. La ligne Écoute École, elle reste en vigueur, donc c'est le 0800 95 580. Si on est témoin ou victime de harcèlement, on peut appeler ce numéro-là. Donc 0800 95 580. Je voudrais un mot quand même sur l'éducation à la vie affective et sexuelle, parce qu'en France, si Lucas a été harcelé à cause de son homosexualité, c'est aussi peut-être parce qu'il y a eu, en France, une prévention insuffisante sur ces questions d'orientation sexuelle. On fait ce qu'on doit faire en Fédération Wallonie-Bruxelles sur ces questions-là, qui sont des questions très sensibles, où il y a parfois beaucoup de tabous et parfois du blocage. Là aussi, je pense que jusqu'ici, ça fait depuis déjà des années que les écoles sont censées toutes offrir des animations EVRAS. Elles le font toutes ou pas? Non, justement, elles ne le font pas toutes, parce qu'il n'y a aucun contrôle de cette obligation, etc. En plus, les opérateurs qui interviennent dans les écoles jusqu'ici ne sont pas agréés. Donc, on a voulu aussi travailler là-dessus avec mes 2 homologues, Christy Montréal et Barbara Tract, qui sont compétentes en matière de santé. Et donc là, on a passé en première lecture un accord de coopération entre nos 3 entités pour s'assurer que partout dans le parcours scolaire, donc ce sera en 6e primaire et en 4e secondaire au minimum, il y ait des animations EVRAS obligatoires. Donc il y a un volume horaire consacré à ça dans la scolarité de chaque enfant, mais aussi à travers les nouveaux référentiels du tronc commun, on va avoir des moments dans les programmes de cours qui seront consacrés à l'EVRAS et notamment la lutte contre les stéréotypes de genre et d'orientation sexuelle. On sait que dès qu'on parle d'éducation à la vie sexuelle, c'est très sensible. Ça suscite des réactions passionnées. Il y a d'ailleurs eu une polémique en décembre. Ça vous a obligé à recadrer certaines choses? C'était nécessaire ou pas? Oui, je pense qu'il faut essayer surtout d'éviter au maximum les polémiques parce que l'objectif, on doit se rassembler. La polémique, c'était un document où on parlait de faire prendre conscience de l'identité de genre qui pourrait ne pas correspondre à l'identité qu'on a reçue à la naissance à partir de 5 ans, ou de pouvoir parler de sexto et de photos dénudées à partir de 9 ans. Et certains spécialistes ont estimé que c'était trop tôt. Alors, je pense qu'il y avait sans doute certaines maladresses dans la formulation. C'est pour ça que j'ai proposé d'emblée qu'on les reformule. Mais par contre, moi, je suis persuadée qu'il n'y a pas de sujet tabou et que quand il y a des questions qui se posent par les enfants, les adultes qui les encadrent doivent être formés à y répondre. Et c'était pas un document pour les enfants, c'est un document pour les professeurs. Exactement. Je reviens quand même à l'homosexualité, à la tolérance. Donc on va enseigner notamment dans ces cours d'éveil aux relations affectives et sexuelles. On a les témoignages. On sait que dans certaines écoles, c'est compliqué. Qu'il y a des élèves qui chahutent le prof, qui se bouchent les oreilles, qui sont absents, alors on ricane un peu quand on est jeune, on est parfois un peu plus violent quand on est âgé. C'est un message que vous allez réussir à faire passer. Il faut qu'il passe. Est-ce qu'on va aider les écoles à le faire passer quand c'est difficile? Absolument. Et c'est pour ça qu'on veut aussi des opérateurs agréés qui ont l'habitude de travailler sur ces questions. C'est vrai que ça peut parfois faire ricaner, etc. Il faut avoir l'habitude de travailler avec des adolescents. Les plannings familiaux, par exemple, les CPMS aussi sont vraiment y compris formés lorsqu'il y a des blocages
blocages qui sont de nature religieuse, parce qu'il y a certains groupes extrémistes religieux qui ne veulent pas entendre parler d'homosexualité. On doit absolument être ferme là-dessus. Vous savez, il n'y a pas l'école est poreuse par rapport à la société, c'est bien normal. Et donc, on a des enfants qui sont issus de parents homosexuels. On a des enfants qui ont des frères et des sœurs qui sont en transition, qui sont transgenres. Tout ça existe, on ne peut pas fermer les yeux à ça. Et donc, forcément, les enfants, même parfois petits, se posent des questions. On doit pouvoir simplement y répondre sans tabou. Et je crois que faire autrement, c'est simplement de se voiler la face. Alors, le règlement d'ordre intérieur, vous venez d'envoyer une circulaire à toutes les écoles. On dit de cette circulaire qu'elle est assez souple, pas très précise, en fait. On ne doit pas avoir un cadre très clair sur ce qui est permis ou ce qui n'est pas permis, notamment en matière d'habillement dans les locaux d'une école. Alors, je reviens un tout petit peu en arrière. Il y a environ 1 an et demi, j'avais été interpellée par des délégations d'élèves. Vous savez, à chaque été, on a des questions qui se posent avec les tenues vestimentaires. Est-ce qu'on peut porter un crop top, une mini-jupe, etc. Et donc, je les avais reçus, je les avais écoutés. Et ensemble, on s'est dit, mais finalement, chaque année, il y a des polémiques autour de ce qu'on peut ou qu'on ne peut pas porter comme vêtements. Mais finalement, est-ce qu'on se pose les bonnes questions? C'est-à-dire que finalement, comment un règlement d'ordre intérieur doit être rédigé? Qu'est-ce qu'il doit contenir comme règle? Qu'est-ce qu'il doit contenir comme sanction? Comment est-ce qu'il est élaboré? Comment est-ce qu'il est discuté et donc admis par les élèves? Voilà, ce sont toutes ces questions parce qu'un règlement d'ordre intérieur, c'est un document qui formalise en fait la manière de vivre ensemble dans une école. Et donc, mon point de vue, ça a été plutôt de dire faisons un guide à l'attention des équipes éducatives qui voudraient revoir le ROI. Mais c'est l'école qui va continuer de décider si on a le droit ou pas d'avoir une mini-jupe, un crop top, etc. Vous savez, pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens qu'une ministre de l'enseignement décrète quelle doit être la longueur de la taille d'une jupe, quoi. Je crois vraiment que c'est quelque chose qui doit être... Donc c'est l'école qui décidera. Discuté. Mais c'est un élément essentiel en termes de démocratie scolaire. Et donc, si on veut travailler sur ce règlement, il faut le faire avec les élèves, dans un cadre. On a des délégués d'élèves, on a des conseils de participation. C'est vraiment un sujet dont les écoles doivent s'emparer parce que plus la règle est communément admise par les élèves, mais aussi par l'équipe éducative, plus les élèves y adhéreront et plus facile ce sera. Donc votre circulaire ne dit pas ce qu'on a le droit ou pas le droit de porter, par exemple savoir si on peut avoir un piercing sur la paupière, ça c'est l'école qui décide. Je pense que c'est pas mon rôle et c'est un la message liberté politique pédagogique. sur un t-shirt, on a le droit ou pas à l'école? Mais en fait, on rappelle un certain nombre de règles de base dans ce règlement, dans cette proposition, ROI, dans cette circulaire, oui. Dans cette circulaire, c'est-à-dire qu'un ROI ne peut pas contenir de principes discriminants. Par exemple, ne peut pas s'adresser uniquement aux filles et pas aux garçons, des choses comme ça. On rappelle ce que c'est, quelle est la validité légale de ce document. Mais après, je voudrais vraiment que les écoles s'en emparent pour faire fonctionner la démocratie scolaire parce que c'est un élément essentiel. Dernière question sur la pénurie d'enseignants. On dit que ça concerne une école sur 2. C'est un problème qu'on ne résoudra jamais? Alors, la pénurie d'enseignants, comme vous le savez, c'est un problème qui ne concerne pas du tout que la Fédération et Bruxelles. La Flandre est en train... C'est pire en Flandre, dit-on. Mais ce n'est pas une raison, Caroline Désir. Évidemment, ce n'est pas une raison. Ce qu'on constate de notre côté, pourquoi je dis que c'est un peu moins pire, c'est qu'en début d'année, on a réussi à remplir tous les postes en Fédération et Bruxelles. On a 99% des moyens qui sont utilisés. Ça veut dire que pour toute fonction, on a trouvé un professeur dans tous les PO. Ce qui se passe et ce qu'on constate maintenant, c'est qu'en cours d'année, dès qu'il y a un professeur malade de longue durée, etc., les remplacements sont très difficiles et spécifiquement dans certaines fonctions comme prof de langue, professeur de cours de pratique. Vous aviez évoqué l'idée d'un pool de remplacement qui pourrait intervenir dans les différentes écoles. C'est en route ou pas? Ça fait partie d'un deuxième train de mesures que j'ai fait voter au Parlement. Donc le pool de remplacement concernera l'enseignement primaire et pour l'instant c'est un projet pilote. Donc ça concernera 2 zones qui sont Bruxelles, ça nous concerne, et le Hainaut Sud. Le but c'est qu'on puisse engager sur une année scolaire des enseignants qui pourront être détachés pour faire des remplacements dans l'un ou l'autre. Et c'est en vigueur quand ce projet pilote? C'est en train de se mettre en place par les PO. Ça veut dire que dans les mois qui viennent, les écoles pourront faire appel à ce pool? Absolument. Il y aura combien de professeurs? 48 qui sont prévus. Et qui pourront couvrir toutes les matières? Qui pourront, c'est dans le primaire, donc c'est des instituteurs, institutrices. Oui, et donc on peut dire une date, c'est quoi? C'est pour le mois prochain? C'est pour dans 2 mois? Maintenant, c'est entre les mains des pouvoirs organisateurs, puisque c'est eux qui doivent mettre en place ce pool de remplacement. Autre mesure très très importante concerne les professeurs de langue. On a décidé avec le gouvernement, parmi différentes mesures, de permettre de recruter des enseignants dits de seconde carrière maîtres de langue, donc qui viendraient par exemple du privé et qui pourront valoriser jusqu'à 5 années d'expérience. Le but étant d'être attractif, parce qu'on doit absolument faire face à cette problématique. Merci Caroline Désir, merci d'avoir été notre invitée.